Mai 1984. Durant les célébrations annuelles du Memorial Day, un cadavre emballé dans un carton est jeté sur les bords d'une rivière. C'est un meurtre. Mais les enquêteurs ignorent totalement quand il a eu lieu. La science va toutefois leur permettre de découvrir un détail important sur la dernière nuit de la victime. Cela suffira-t-il à identifier l'assassin? Par une froide et pluvieuse soirée d'hiver, une femme téléphone à la police pour signaler la disparition de son mari. L'homme est un marathonien sorti pour s'entraîner, mais il n'est jamais rentré. Selon l'expertise médico-légale, quel que soit l'endroit où s'est rendu cet homme, il a eu des ennuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de nos enquêtes impossibles. Certaines scènes de crime défient l'imagination. Et en dépit de leur expérience, policiers et médecins légistes se trouvent parfois confrontés à des situations insoutenables. Mais comment parviennent-ils à endiguer leur émotion quand des criminels n'ont plus rien d'humain? Dimanche matin, dans le centre de la Pennsylvanie, un pêcheur se promène sur les rives de la Juniata lorsque son attention est attirée par un gros carton. À l'intérieur, un sac poubelle. En ouvrant le plastique, il a vu des restes humains. Il ne savait pas si c'était un homme, une femme. Il s'agit d'un buste de femme. Le reste est un mystère complet. On ne savait pas comment elle était morte. Les traces laissées dans les broussailles par la chute du carton prouvent que la boîte a été lâchée depuis le bas-côté de la route situé plus haut. Dans sa chute, le carton avait asséché les broussailles, ce qui signifiait qu'il avait été jeté après la formation de rosée. C'était un détail important. Sur le carton, les enquêteurs remarquent un trou et des traces de graisse. Dans cette graisse, des petits morceaux de polystyrène. En sortant le carton du coffre, ils ont dû l'accrocher contre le loquet. C'est de là que vient le trou. Pour empêcher l'identification du corps, le meurtrier lui a découpé la tête, les bras et les jambes. C'est une opération difficile qui demande beaucoup de temps et un endroit tranquille. Ce n'est pas logique. Si quelqu'un réussit à faire disparaître la tête et les membres, il pouvait facilement faire disparaître le reste du corps. Il savait qu'on retrouverait le buste. Sur le corps, on distingue 3 taches de naissance et une cicatrice à l'abdomen. Le seul autre indice pour identifier la victime est une boucle de ceinture avec un signe du zodiaque. L'autopsie révèle la présence d'insectes sur le corps. Ils sont envoyés à un entomologiste médico-légal pour analyse. Un entomologiste est un spécialiste de l'étude des insectes. Il identifie les œufs comme étant ceux de la Calliphora vomitoria et de la Phormia regina, 2 espèces de mouches très répandues aux États-Unis. L'étude des conditions climatiques lors de la découverte du corps et l'état de développement des œufs et des larves permettent de donner une idée approximative de l'heure du décès. Elle datait d'environ 2 jours avant la découverte du buste. La victime serait donc morte le vendredi dans la nuit ou le samedi tôt dans la matinée. Toutefois, l'autopsie ne permet pas de connaître les causes du décès. En 1894, alors que technique et découverte révolutionnent les méthodes d'investigation, Pierre Meignin, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, publie un traité, La faune des cadavres, dans lequel il répertorie les prédateurs spécifiques qui accompagnent les étapes de la putréfaction. Les entomologistes judiciaires distinguent aujourd'hui 8 escouades d'insectes qui colonisent la dépouille à tour de rôle. Des mouches bleues qui apparaissent dès que la mort survient.
au coléoptère, visible 3 ans après le décès, quand le corps est en phase de réduction squelettique. Lors de l'examen du corps, les pathologistes décèlent la présence de sperme, mais aucune trace de viol. En outre, il est impossible d'identifier l'homme car les tests ADN ne sont pas encore utilisés. Mais avant de trouver un suspect, la police doit d'abord identifier la victime. On s'est dit qu'on tiendrait l'assassin si on trouvait qui était la fille. La consultation du registre des personnes disparues ne donne rien. Personne ne correspond à la description du buste. 7 mois après sa découverte, le cadavre non identifié est enterré sous une plaque sans nom et vite oublié. Mais 5 mois plus tard, un appel téléphonique remet l'enquête sur les rails. Bonjour, j'aimerais signaler une disparition. Au bout du fil, une femme prévient la police qu'elle est sans nouvelles depuis 1 an de son ex-belle-sœur, Edna Posey. Elle en dresse un portrait détaillé aux enquêteurs. Elle nous a expliqué qu'Edna n'osait pas porter de bikini à cause de ses taches de naissance. Les policiers font rapidement le rapprochement avec le buste inconnu découvert 1 an auparavant. Elle ajoute qu'Edna portait toujours une ceinture avec un signe du zodiaque sur la boucle. Edna Posey, 31 ans, était la mère célibataire d'un enfant de 11 ans, Randy. C'était une habituée des endroits peu fréquentables de Harrisburg, la ville voisine. La plupart des gens la considéraient comme une traînée. Elle multipliait les relations à court terme, avait des problèmes d'alcool et était incapable d'assurer un environnement stable à son fils. Edna n'était pas vraiment la belle-fille idéale. Elle était plutôt dévergondée. Edna aimait les hommes et l'alcool. Elle avait pris l'habitude d'aller dans les bars où elle rencontrait des hommes avec lesquels elle nouait des relations aussi frivoles qu'éphémères. Il lui arrivait également de disparaître pendant des mois entiers sans dire un mot à quiconque. Admettant elle-même ne pas parvenir à gérer sa vie, elle confia la garde de Randy à Donald Ruby, le chef scout de son fils. Donald Ruby s'occupait d'une troupe de boy scouts, composée en grande partie de garçons que la vie n'avait pas gâtés. La plupart n'avaient que leur mère. C'était une troupe pour enfants en difficulté. Randy partit donc vivre chez Donald Ruby et sa femme. Il devint en quelque sorte leur propre fils. À 42 ans, Donald Ruby, machiniste de son état, n'avait pas d'enfant. Si beaucoup saluaient ce qu'il faisait pour les jeunes en difficulté, d'autres, en revanche, doutaient de ses intentions. C'est une question de point de vue. Il les embrassait sur la bouche, des choses comme ça. Personnellement, je ne le fais pas, même avec mes propres enfants. Edna partit s'installer en Virginie, à 250 km de là. Elle y décrocha un poste de technicien dentaire et essaya de reprendre sa vie en main. Une de ses anciennes collègues, qui préfère rester anonyme, témoigne. Elle mettait de l'argent de côté. Un jour, elle a rencontré un jeune soldat en poste en Virginie. Ils sont devenus très proches. Ils prévoyaient de s'installer ensemble et de reprendre Randy. Donald Ruby, le chef scout, s'est attaché à Randy, le petit garçon d'Edna Posey, qu'il considère maintenant comme son fils. Mais si sa mère parvient à mettre de l'ordre dans sa vie, jusqu'alors dissolue, sans doute souhaitera-t-elle le récupérer. La police pense que ce renversement de situation est peut-être à l'origine du drame. Il était clair qu'elle souhaitait reprendre Randy. Selon nous, Donald ne pouvait accepter d'abandonner cet enfant, qu'il considérait comme son propre fils. Donald Ruby avait-il donc un motif pour tuer Edna Posey? Interrogé par la police,
Donald déclare qu'Edna est venue leur rendre visite le vendredi soir et qu'elle prévoyait de rester avec eux tout le week-end du Memorial Day. Le lendemain, selon ses dires et ceux de sa femme, ils ont déposé Edna en ville pour aller faire du shopping. On passe te chercher vers 17h, 17h30, ok? Très bien, super, à tout à l'heure. Lorsqu'ils sont revenus la chercher, Edna n'était pas au rendez-vous. À connaître le style de vie qu'elle menait depuis des années, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle ait pu décider de disparaître une fois de plus. Ce que Randy raconte à la police est légèrement différent. Coucou mon grand. Coucou maman. D'après lui, il a vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle est venue lui souhaiter bonne nuit. Je t'aime. Très bien, à demain. Quelques heures plus tard, il entend un grand bruit venant de la chambre où sa mère dort. Il décrit ça comme quelqu'un qui tomberait d'un lit. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, sa mère est déjà partie. Si les estimations de l'entomologiste médico-légal sur l'heure du meurtre sont correctes, le bruit qu'a entendu Randy était peut-être celui de sa mère que l'on assassinait. Dans le coffre de la voiture de Donald Ruby, les policiers découvrent le même type de graisse que celui retrouvé sur le carton qui enveloppait le buste d'Edna. En outre, le trou présent sur le carton est de la même forme et de la même taille que le loquet du coffre. Les procureurs sont désormais convaincus que Donald Ruby a tué Edna Posey, et ce, dans la nuit du vendredi au samedi. La mise en examen pour meurtre de Donald Ruby va conduire les policiers à apprendre des faits troublants sur ses relations avec Randy, le fils d'Edna. Nous avons reçu plusieurs témoignages disant que, de retour de camping, il avait touché les parties intimes de Randy en prétextant chercher des tiques. C'était une preuve directe de pédophilie. S'il cherchait vraiment des tiques, alors disons qu'il se concentrait plus sur l'entrejambe et les fesses que les parents ne le font habituellement. Pour les procureurs, c'est la preuve que Donald Ruby a des pulsions pédophiles à l'égard de Randy et qu'il a tué Edna pour l'empêcher de le lui retirer. Bien qu'il s'agisse de preuves indirectes, ils affirment que la graisse et le polystyrène retrouvés sur le carton enveloppant le cadavre prouvent bien la culpabilité de l'accusé. Pour la famille et les amis d'Edna, justice est faite. Comment peut-on faire une chose pareille? Ce n'est pas comme s'il lui avait tiré juste dessus. C'est horrible ce qu'il lui a fait. Horrible. C'est incroyable qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Au point où nous en sommes dans le déroulement de cette enquête, nous pourrions penser que l'assassin et le dépeceur d'Edna Posey a été démasqué, arrêté et mis sous les verrous. Donald Ruby avait des instincts pédophiles et il possédait un mobile pour éliminer celle qu'il considérait comme une rivale. N'oublions pas d'autre part que de la graisse a été retrouvée sur le carton contenant une partie du cadavre. De la graisse semblable à celle prélevée dans le coffre de sa voiture. Mais après 6 ans d'incarcération, le chef scout refuse toujours d'avouer le meurtre. De sa cellule, Donald Ruby clame son innocence. Il affirme que le coupable serait plutôt à chercher parmi le nombre incalculable d'amants peu recommandables qu'Edna fréquentait. Ses avocats demandent un nouveau procès. Ils estiment que rien ne permettait d'affirmer que leur client était pédophile et que la production d'un tel témoignage au procès constituait une grave violation de ses droits.
Ils décident également de procéder à une nouvelle expertise médico-légale. Ils font appel pour cela au docteur Neil Haskell, l'un des meilleurs entomologistes médico-légaux du pays. Le docteur Haskell souhaite analyser les œufs et les larves trouvés sur le corps d'Edna Posey. Les mouches pondent des œufs qui se transforment en larves, puis en mouches. En lisant le rapport du médecin légiste, le docteur Haskell relève une incohérence. En effet, le rapport fait état de la présence d'œufs lors de l'autopsie, mais pas de larves. Il remarque autre chose. Lors de la première autopsie, les œufs furent prélevés en grattant le corps, puis placés dans une boîte à pétri. La boîte à pétri dans laquelle les œufs furent placés contenait donc également de la chair et du sang. Avant d'être analysés, les œufs avaient donc passé 3 jours dans une boîte où ils avaient pu se nourrir de chair et se développer. Je vais éviter de dire que les enquêteurs ont tout foiré. Je vais rester diplomate. Le docteur Haskell analyse les œufs trouvés sur le corps d'Edna Posey. 3 ans ont passé. Ils sont si secs qu'ils sont presque devenus poussière. Il faut les placer dans une solution pour les réhydrater. Selon le docteur Haskell, les œufs n'ont pu rester que peu de temps sur le cadavre. Edna Posey est donc morte très vraisemblablement dans la nuit du samedi au dimanche et non dans celle du vendredi, comme l'avait estimé le premier entomologiste. L'analyse entomologique a prouvé de manière scientifique et incontestable que la mort ne pouvait avoir eu lieu à la date indiquée lors du procès. Les conditions météorologiques indiquent également le dimanche matin. En effet, le pêcheur qui a découvert le carton a bien indiqué qu'il n'y avait pas de rosée ou de condensation dans le sillage laissé par la chute du carton. Le rapport d'autopsie lui-même confirme l'heure de la mort. Le médecin légiste y affirme en effet avoir détecté une certaine mobilité du sperme retrouvé dans le corps d'Edna. Or, dans le corps d'une personne morte, les spermatozoïdes ne peuvent rester mobiles que 24 heures après le décès. Donald Ruby dispose d'un alibi pour toute la journée du samedi et pour la nuit du samedi au dimanche. Après 6 années de prison, on lui accorde un nouveau procès. À la surprise générale, la défense présente une pièce nouvelle et inattendue. Le test ADN du sperme découvert lors de l'autopsie. Ce qu'il dévoile sur la dernière nuit d'Edna Posey fait l'effet d'une bombe. La conclusion du test est que le sperme retrouvé dans le corps provient de 3 hommes différents. Et Donald Ruby n'en fait pas partie. Le rapport du médecin légiste mentionne la mobilité du sperme découvert lors de l'autopsie. Le sperme dans le corps d'une personne morte ne peut rester mobile plus de 24 heures environ. Nous savons désormais qu'elle était au moins avec 3 personnes et qu'ils ont eu des rapports sexuels moins de 24 heures avant que le corps ne soit découvert. Nous nous sommes servis de ce détail pour suggérer qu'Edna, fidèle à elle-même, était partie s'encanailler lorsque Donald l'avait déposée en ville. La ligne de défense de Donald Ruby reste la même qu'au premier procès. Ils ont, lui et sa femme, déposé Edna en ville pour faire du shopping. Cette fois-ci, l'expertise médico-légale confirme sa version des faits. Les avocats de la défense suggèrent que le ou les assassins sont à chercher du côté des inconnus qui ont couché avec elle le samedi soir. C'était clairement ce qu'insinuait la défense. Le meurtrier est l'un des hommes avec qui elle a passé la nuit. Un autre élément médico-légal est apporté par le docteur Haskell.
Il constate qu'une mauvaise conservation des preuves entomologiques a faussé la première estimation de l'heure du décès. Il affirme au jury qu'Edna Posey est morte durant la nuit du samedi au dimanche, et non pas le vendredi soir comme on l'avait cru auparavant. La déposition du jeune Randy innocente encore un peu plus Donald Ruby. Lors du premier procès, Randy avait déclaré avoir entendu dans la nuit du vendredi un grand bruit venant de la chambre de sa mère. 8 ans plus tard, âgé de 21 ans, il ne se rappelle plus de rien. Randy n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait entendu cette nuit-là. Nous lui avons demandé, mais il ne se souvenait plus. C'était un témoignage à charge de moins. La défense affirme également que le trou découvert dans le carton ayant servi à transporter le corps a pu être fait par n'importe quel véhicule ayant le même type de loquet que celui de Donald Ruby. Il en existe des milliers. Après un procès de 9 jours et 6 heures de délibération, le jury déclare Donald Ruby non coupable. Le verdict est un choc pour la famille et les amis d'Edna. Il n'arrivait pas à y croire. C'était une affaire réglée et d'un seul coup, on remet l'assassin en liberté. Beaucoup de gens dans le quartier étaient très inquiets, surtout ceux qui avaient témoigné contre lui. Il y a des canards le long de la route. On apprend à apprécier les choses quand on en a été privé pendant longtemps. Ne jamais chercher à comprendre un jury. Jamais. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais bon, ce sont eux qui décident. Il faut faire avec. Bien qu'officiellement close, l'affaire est loin de l'être tout à fait dans l'esprit des principaux intéressés. Faut-il avoir peur de Monsieur Ruby? Si vous avez des enfants, je serais tenté de dire que oui. Je ne suis pas expert en pédophilie, mais vous savez ce qu'on dit. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai la conviction que Donald Ruby n'a pas tué Edna Posey. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Qui l'a tué? Je sais juste que ce n'est pas lui. Donald Ruby a quitté la ville peu de temps après le procès. Personne ne sait où il se trouve actuellement, pas même ses avocats. Il m'a envoyé une lettre l'année de sa sortie. En gros, il me remerciait d'avoir témoigné en sa faveur et m'assurait qu'à l'avenir, il ne ferait plus jamais de mal à une mouche. Le ou les assassins d'Edna Posey sont toujours en liberté. L'expertise entomologique a permis de préciser l'heure du décès. Et l'analyse ADN a définitivement disculpé Donald Ruby. En 1987, les tests d'identification par l'ADN étaient embryonnaires et les brevets appliqués à la criminologie n'étaient pas encore commercialisés. Aujourd'hui, la recherche de la signature biologique d'un suspect permet de résoudre quantité d'affaires criminelles, car dans 99,9% des cas, à l'exception des jumeaux monozygotes, chaque individu possède un assemblage génétique qui lui est propre. Mieux encore, l'ADN est présent partout dans le corps, dans les fluides, dans l'excrétion, comme dans les cellules de la peau. Et outre leur abondance et la diversité de leur provenance, les traces d'ADN ont une longévité bien supérieure à celle des empreintes digitales, facilement dégradables et transmises uniquement par quelques centimètres carrés de peau. N'a-t-on pas réalisé des prélèvements sur des momies égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d'années? Intéressons-nous maintenant à notre seconde enquête. Passée au peigne fin, une scène de crime peut révéler une multitude de détails sur le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, excepté sa carte de visite, l'assassin a semé derrière lui plus d'indices qu'il n'en faut pour être démasqué.
Au cœur de la Californie du Sud se trouve la petite ville de Valley Center. À environ 1 heure de route de San Diego, c'est une communauté tranquille et paisible entourée de collines et de terres arables. Les environs champêtres ont séduit Jane et Robert Dorotic, mari et femme depuis près de 30 ans. Le couple vit dans un ranch de 7 hectares. Ce ranch s'appelle Charisma Farms. Pour Jane, les chevaux sont toute sa vie. Il était évident que les chevaux la passionnaient. C'était l'une de ses plus grandes passions. Quant à Bob, il préfère la vie en plein air et le camping. Passionné d'exercice physique, il est marathonien. Ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était camper avec sa famille et ses fils en particulier. Il faisait toujours des excursions différentes sur le mont McKinley. Ou alors il partait en randonnée dans le Grand Canyon et passait la nuit là-bas. Le couple a 3 enfants d'âge adulte, 2 fils et une fille, Claire, qui vit encore chez eux. Claire est aussi marathonienne. C'est une cavalière hors pair. Un dimanche soir de février 2000, Jane Dorotic téléphone au shérif pour signaler la disparition de son mari. Elle déclare que Bob est parti courir quelques heures auparavant, mais qu'il n'est jamais rentré à la maison. Quand elle a signalé sa disparition, j'ai tout de suite pensé, même si c'est un coureur, un marathonien, eux aussi ont des crises cardiaques quand ils s'entraînent. Il n'est pas rare que Bob effectue de longs entraînements, mais il n'est jamais parti aussi longtemps. Le shérif et ses adjoints fouillent toute la région en concentrant leurs recherches le long des trajets habituels de Bob. Les recherches se terminent le lendemain matin à 4h30 avec la découverte d'un cadavre. J'ai remarqué quelque chose à gauche dans le fossé. On aurait dit un corps. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les phares. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Je pouvais voir des traumatismes au niveau de la tête. La victime avait également une corde attachée autour du cou. En regardant le cadavre et les traumatismes, j'ai tout de suite pensé que nous avions affaire à un homicide. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de sang à cet endroit indique que Bob a été frappé ailleurs. On a retrouvé des traces de pneus dans la boue, 2 empreintes. On a aussi retrouvé des empreintes de pas inutilisables. Elles ressemblaient à de gros trous dans les feuilles mortes qui se trouvaient par terre. La police retrouve un sillage dans la boue allant de la zone des empreintes de pneus jusqu'au cadavre. Et ils trouvent également un indice prouvant que Bob n'est pas sorti courir ce soir-là. Ses chaussures étaient très propres. Elles n'avaient aucune trace de boue, pas d'éclaboussure, aucune tache. Les informations dont je disposais à ce moment-là mentionnaient qu'il était allé courir la veille. Et ce jour-là avait également été une journée pluvieuse. Un cheveu de Dorotic est retrouvé sur sa poitrine, sous sa chemise, suggérant qu'il a été habillé après sa mort. Un indice supplémentaire confirme qu'une tierce personne l'a habillé. Les lacets de ses chaussures étaient noués vers l'extérieur. Le nœud n'était pas au centre de la chaussure. On aurait dit que quelqu'un lui avait fait ses lacets. Les nœuds étaient tournés vers l'extérieur. Les enquêteurs constatent avec soulagement que le meurtrier de Robert Dorotic a laissé derrière lui une multitude de preuves médico-légales. Le corps, déposé sur le bord de la route, recèle une moisson d'indices. Pour autant, afin de confondre l'assassin, la police doit rapidement trouver la scène de crime. La nouvelle du meurtre de Bob Dorotic se répand rapidement à sa famille et ses amis. C'est son fils, Alex, qui prévient le meilleur ami de son père. J'étais assis dans la cuisine avec ma femme, j'ai décroché le téléphone et il m'a dit « Jim, c'est Alex Dorotic. » Je lui ai dit « Alex, ça va ?» Il m'a répondu « Pas très bien, ils viennent de retrouver Bob assassiné. » Je n'arrivais pas à le croire. Les médecins légistes commencent leur enquête en tentant d'identifier le véhicule du lieu du crime. À partir des empreintes dans la boue, ils mesurent la distance entre les roues. Le véhicule est identifié comme étant un pick-up. Ils analysent ensuite des photographies d'empreintes.
Vous devez tout d'abord regarder la largeur des traces de pneus. On constate différentes tailles de pneus. Ensuite, il faut regarder les dessins. Chaque fabricant a des dessins de bandes de roulement différents, conçus pour différents types de routes. Le pick-up a 3 modèles de pneus différents. Les empreintes sont comparées aux milliers de pneus sur le marché. J'ai remarqué que les 2 pneus avant étaient de même marque, O. De Maria identifie le pneu arrière gauche comme étant un Firestone Radial et le pneu arrière côté passager comme un Cooper modèle Discoverer. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que le décès de Dorothik est dû à un traumatisme suite à un coup violent à la tête porté avec une sorte de marteau. Il note aussi des marques de strangulation. Dans son estomac, il retrouve les restes non digérés du repas pris par Bob le samedi soir, ce qui signifie qu'il a été tué le samedi. Jane a déclaré que Bob a quitté la maison le dimanche après-midi. Une vérification de leur passé révèle que Bob Dorothik et sa femme s'étaient séparés quelques années auparavant, mais s'étaient récemment réconciliés. Bob était souvent en désaccord avec sa femme et sa fille sur le coût de la gestion du ranch. Jane et Claire souhaitaient investir plus d'argent dans le ranch pour l'agrandir. Il y a aussi la possibilité d'un employé mécontent. Le contremaître du ranch, Lionel Morales, est depuis longtemps du côté de Claire Dorothik dans le débat sur l'agrandissement du ranch. On sentait que nous devions poursuivre notre enquête et l'interroger pour savoir à quelle heure, à quel moment il se trouvait là et ce qu'il faisait quand il était là-bas. Lionel Morales, Claire et Jane Dorothik nient toute implication dans le meurtre de Bob. Lionel et Claire ont chacun un alibi. Jane déclare être restée à la maison toute la journée pour s'occuper des chevaux. Elle coopère avec la police en les autorisant à fouiller sa maison. En fait, l'inspecteur chargé des homicides m'a prise à part avant d'entrer et m'a dit « Bon, Caroline, il s'agit d'une fouille autorisée par la suspecte. Tout ce qu'on recherche, ce sont des traces de sang évidentes et manifestes. Ne va pas fouiller partout, n'ouvre pas les tiroirs, ne fais rien de particulier. Sois aussi discrète que possible. » Dehors, le sol était boueux et les chaussures étaient interdites dans la maison. Pour être poli, vu qu'il s'agissait d'une fouille autorisée, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça sur un lieu de fouille, j'ai enlevé mes chaussures. Les enquêteurs fouillent la maison et en particulier la chambre principale, mais ne trouvent rien d'extraordinaire. Afin de respecter les usages en vigueur dans la maison, la criminologue Caroline Gannett se déchausse avant d'inspecter les lieux. Oh, ce détail peut paraître anodin. Pourtant, il va s'avérer lourd de conséquences et faire basculer l'enquête. J'ai avancé dans un coin de la chambre et j'ai senti que la moquette était mouillée sous mes pieds. J'ai littéralement sursauté, car je savais exactement ce que c'était. Le sol de la chambre était mouillé, comme si on l'avait récemment nettoyé. Et la moquette avait une teinte légèrement rouge. Ce qui m'a frappé, c'est avec quelle facilité nous aurions pu passer à côté. Si nous n'avions pas retiré nos chaussures, nous n'aurions pas découvert cette zone. Et quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. On aurait dit qu'il y avait des traces de sang sur l'ensemble de la couette. Il y avait des éclaboussures de sang à la tête de lit. Il y avait des éclaboussures sur le mur, derrière le lit. J'ai demandé à la famille s'il y avait une raison quelconque pour qu'on retrouve du sang dans la chambre principale. La famille, certains membres de la famille ont commencé à parler. La sœur de Jane Dorothik, Bonnie Long, nous a dit que l'un de ses chiens s'était sectionné un ergot et qu'il avait saigné. Ils retrouvent également du sang sur le mur en briques et sur le poêle dans le coin de la chambre. Le sang s'était même infiltré dans la pièce servant de débarras à l'étage inférieur. J'ai regardé les taches sur le mur, sur les briques. Elles étaient toutes identiques. Elles mesuraient toutes environ un demi-millimètre de diamètre. Elles s'étaient répandues à une vitesse moyenne. C'est généralement ce à quoi je m'attends quand il s'agit d'une attaque.
Les analyses effectuées par Merritt révèlent que les éclaboussures de sang proviennent de la tête de lit, du côté où Bob aurait pu être endormi. La forme des taches sur le mur et sur la table de nuit indiquait leur direction. J'ai pris des bouts de ficelle, puis connaissant la direction du sang, je les ai tendus. Je les ai scotchés contre le mur et j'ai ainsi obtenu une zone de convergence. Cette zone de convergence révèle au médecin légiste où se situait la tête de Bob au moment de l'attaque. Merritt découvre également des traces de sang sur le plafond, laissées par du sang projeté d'un objet en mouvement. Il y avait des taches circulaires au plafond, directement au-dessus du lit. C'était la première indication d'une altercation. L'autre indication était les taches directionnelles. Des taches linéaires s'éloignant de l'endroit. Il y avait donc du sang au plafond, formant une ligne en direction du mur. Les analyses ADN confirment que le sang retrouvé est celui de Bob Dorotic. En se basant sur l'interprétation des éclaboussures de sang, les enquêteurs pensent que le décès de Dorotic est dû à une importante blessure à la tête. L'attaque n'a pas eu lieu sur cette route. Cette attaque, si l'on tient compte des taches de sang, a eu lieu dans cette chambre. Dans la maison, les enquêteurs découvrent également un morceau de corde noire, correspondant à celle trouvée autour du cou de Bob. J'ai dit à Jane que nous étions convaincus. Cela ne faisait aucun doute. Bob avait été attaqué dans la chambre principale. La famille en a eu le souffle coupé. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace de sang dans tout le reste de la maison, ce qui signifie que le tueur a descendu le corps et l'a emmené à l'extérieur. La police ne retrouve ni l'arme du crime, ni aucun vêtement ensanglanté au domicile de la victime. Aucun signe d'effraction n'est également remarqué. Un intrus ne prend jamais la peine de nettoyer le lieu de son crime. Je suis chargé de l'application des lois depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu ni eu affaire à un intrus qui entre par effraction dans une maison, commet un meurtre et nettoie tout après son passage. La police retrouve le pick-up dans le garage. Il n'y a aucune trace de sang visible à l'œil nu. Les enquêteurs décident de vérifier que le sang n'a pas été nettoyé. Nous avons utilisé le test de fluorescence. On a aspergé l'extérieur et l'intérieur du pick-up. Plusieurs zones sont devenues fluorescentes. Il y avait une zone à l'arrière du pick-up en particulier, une zone assez importante. Ces résultats indiquent que du sang se trouvait là à un moment donné, puis avait été nettoyé. Les tests ADN effectués sur les résidus sanguins retrouvés confirment qu'il s'agit du sang de Bob. Le pneu avant gauche était tourné vers moi et je pouvais voir le dessin du pneu tandis que je m'en approchais. Je savais à quoi il devait ressembler pour correspondre au dessin du pneu retrouvé sur le lieu du crime. Plus je m'avançais et plus il lui ressemblait. On aurait dit le même pneu. J'étais juste devant et j'étais certaine que c'était la même empreinte. Les pneus avant sont de la marque O. Le pneu arrière côté passager est un Cooper modèle Discoverer. Le pneu arrière côté conducteur est un Firestone Radial. Leurs dessins correspondent tous aux empreintes laissées sur le lieu du crime. Le pick-up blanc est immatriculé au nom de Jane Dorotic. Avant de quitter le domicile, les enquêteurs trouvent une dernière preuve. Dans la poubelle, on a retrouvé plusieurs seringues. L'une d'elles était une très grosse seringue, le type de seringue utilisé pour les animaux. La seringue contient une petite quantité d'un puissant tranquillisant pour chevaux appelé acépromazine. Il est aussi connu sous le nom de Mellow Yellow, en rapport avec la chanson des années 60. Il suffit de 3 mg pour endormir un cheval. Les tests de toxicologie ne permettent pas de détecter l'acépromazine dans le sang de Bob. Il a pu en contenir, mais en quantité insuffisante pour être décelé. Une empreinte de sang est retrouvée à l'extérieur de la seringue. Le sang est celui de Bob Dorotic et l'empreinte est celle de Jane.
On entend souvent dire que la meilleure preuve qu'on puisse trouver est l'empreinte digitale du suspect dans le sang de la victime. Et là, comment vous expliquez cela? L'affaire a été menée tambour battant. 3 jours seulement après la découverte du corps de Bob Dorothick, sur le bas-côté de la route, je le rappelle. La police arrête son épouse et le procureur l'inculpe du meurtre de son mari. Plus d'une demi-douzaine d'indices la désignent coupable. Your Honor, I'd like to say that I'm innocent. I loved my husband. I love him still. En mai 2001, Jane Dorothick est jugée pour le meurtre de son mari, Robert. Pour les procureurs, cela ne fait aucun doute. Jane injecte le tranquillisant pour chevaux à son mari pendant qu'il dort dans la nuit du samedi au dimanche. Elle le frappe à la tête alors qu'il est dans leur lit, puis à terre, près du poêle. Quand Jane jette la seringue, elle laisse ses empreintes dans le sang de Bob. Après l'avoir habillé, elle le porte ou le traîne au rez-de-chaussée jusqu'à son pick-up. Lorsqu'elle se débarrasse du corps le long de la route, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est laisser son nom sur le lieu du crime. La propreté des chaussures de Bob prouve qu'il n'est pas allé courir. La position des lacets indique qu'ils ont été noués par une tierce personne. Et le sang sous sa chemise est la preuve qu'il a été habillé après son décès. Et puis, il y a les empreintes de pneus du pick-up. Des amis ont vu Jane en fin d'après-midi ce dimanche-là dans un centre commercial du quartier. Pour les procureurs, c'est l'endroit où elle s'est débarrassée de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Tout ce qu'on a récupéré accusait Jane Dorothick. Il y avait différentes pièces du puzzle et quand vous les mettiez toutes ensemble, tout l'accusait. Le mobile semble être l'argent. Jane souhaitait dépenser beaucoup d'argent pour les chevaux, pour leur entretien, pour le maintien de leurs écuries. La passion de Jane et de Claire pour les chevaux ne le dérangeait pas. Mais ils étaient souvent en désaccord sur la quantité des ressources familiales qu'ils devaient allouer à ce loisir. 2 ans auparavant, alors que le couple est séparé, Jane apprend que selon la loi californienne, elle devra payer une pension alimentaire à Bob s'il divorce, étant donné qu'elle représente la principale source de revenus du couple. Bob m'avait dit qu'elle était très en colère quant au fait de devoir lui payer une pension alimentaire. Ça l'avait rendue livide. Et elle était devenue très menaçante. On a retrouvé des lettres datées du vendredi précédant sa mort. Il cherchait du travail. Peut-être qu'il lui a dit « Ça ne marche pas, je pense que nous devrions divorcer », mais elle ne voulait pas lui payer de pension alimentaire. Lors du procès, les avocats de la défense déclarent que c'est Claire Dorothick, aidée de Lionel Morales, la meurtrière de Bob Dorothick. Ils fournissent une lettre écrite par Claire à son père, d'une grande hostilité suite à des abus présumés. Elle vivait sa vie en essayant de satisfaire son père, et elle avait emmagasiné énormément de haine et de rancune au fil des années. Selon les avocats de la défense, Lionel Morales était compatissant envers Claire. Ils ont sous-entendu qu'étant donné qu'il travaillait pour Claire Dorothick et qu'elle n'aimait pas son père, il aurait tout fait pour elle. Mais la police était satisfaite car ils avaient tous deux de solides alibis. Nous étions sûrs que Claire n'était pas en ville ce week-end-là, et Jane était la seule personne à être chez eux. Jane était la seule suspecte dans nos esprits. Claire, do you know why your mom is pointing the finger at you? Claire Dorothick et Lionel Morales invoquent leur droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et décident de ne pas témoigner. Jane ne fournit aucune explication sur l'empreinte retrouvée dans le sang de son mari sur la seringue contenant le tranquillisant pour chevaux. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict.
J'étais triste, mais malgré tout ravi que justice soit rendue. Pour moi, elle m'a volé un de mes meilleurs amis, à moi et à tous ses autres amis. Et c'est le pire vol que l'on puisse commettre. Jane Dorotic est condamnée à 25 ans de prison. Il est indéniable que les preuves médico-légales ont joué un rôle incontestable dans la condamnation de Jane Dorotic. L'expertise médico-légale a pu prouver qu'il n'était pas sorti faire un footing, comme elle l'avait déclaré. Les experts ont confirmé que ses chaussures avaient été lacées et qu'il avait été habillé après avoir été roué de coups. Les preuves médico-légales nous ont raconté l'histoire, comme c'est souvent le cas quand vous trouvez un corps dans le cadre d'un homicide. C'est le cadavre lui-même qui vous raconte son histoire. Jane et Robert Dorotic s'étaient séparés 2 ans avant le meurtre. Ils avaient même envisagé de divorcer, mais dans ce cas, Jane, en qualité de gérante du ranch, aurait dû verser une pension alimentaire annuelle de 50 000 $ à son ex-conjoint, somme qui lui aurait interdit de poursuivre ses investissements pour améliorer son élevage de chevaux. Pour absurde qu'il soit, eh bien cet argument a motivé le passage à l'acte. Dans le but d'innocenter leur cliente, les avocats de la défense tentèrent en vain d'incriminer Claire, la fille de la victime. Comme elle possédait un solide alibi, ils essayèrent ensuite de faire porter la responsabilité du meurtre sur Lionel Morales, le garçon de ferme, affirmant que des témoins auraient aperçu des hommes de type hispanique rôder à bord d'un pick-up sur la route, non loin de l'endroit où le corps de Bob a été retrouvé. Mais les preuves médico-légales accablaient Jane Dorotic, et aucun argument ne put semer le doute raisonnable dans l'esprit du jury. Jane Dorotic fut condamnée à une peine de 25 ans de réclusion. C'est ainsi que prend fin cette émission. Je vous remercie bien sûr de nous être fidèles, et je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.